Bonjour à tous. Alors oui, j'ai cet honneur d'introduire cette session. Alors peut-être un petit mot sur moi pour commencer. Il y a 7 ans, j'étais directeur commercial d'une grosse société cotée qui s'appelle SAP, qui produit des logiciels de gestion. Et j'avais dans mes équipes un jeune garçon, polytechnicien Stanford, ce qu'on appelle high potential, qui un jour m'a dit « Jean, j'arrête tout, je vais rejoindre le mouvement Emmaüs ». Je ne vous cache pas ma surprise, ce n'était pas vraiment dans les habitudes d'évolution de la société. Et le garçon était tellement sympathique et tellement brillant aussi que voilà, je voulais absolument garder le contact avec lui, ce qui a été fait. Et 2 ans après son départ, il me rappelle et il me dit « Jean, voilà, j'ai un projet à monter, il s'agit de donner du travail, ou en tout cas donner une chance pour les gens issus de la rue, essayer de construire un projet qui vise à les réintégrer dans la société. Et est-ce que tu veux le faire avec moi? Est-ce que tu veux être mon président ?» Et voilà, comme ça, j'ai démarré ma carrière dans le secteur du social. Alors d'abord, je veux dire entre midi et 2, le soir, le week-end, et souvent en retard. Et puis, après 2 ans et demi, j'étais tellement passionné par ce sujet-là que j'ai arrêté de travailler. Et pendant 2 ans, je me suis consacré à plein temps, je dirais, au développement de ce projet. Et 2 ans encore plus tard, je décidais de changer de carrière et de m'engager pleinement dans ces métiers-là. Voilà, ce qui m'emmène à vous présenter aujourd'hui le sujet, et en tout cas introduire le sujet de la conférence. Alors peut-être pour commencer et poser ce sujet-là, les chiffres scandaleux, ou pour le moins malheureux, et qui reflètent les inégalités dans le monde. Vous les avez probablement entendus déjà ce matin, on les connaît tous. Peut-être quelques-uns en rappel. 40% de la population mondiale vit avec moins de 2 euros par mois, 2 dollars par jour, pardon. Plus d'1 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable, à l'électricité. 6 millions de jeunes en France sont au chômage. Ils sont plus de 50% en Grèce et en Espagne. Et puis, les entreprises qui composent le CAC 40 ou le Dow Jones, eh bien, la distribution de dividendes est quasiment à son pic le plus haut. Il n'y a pas de débat non plus sur les sujets suivants. Le partage des richesses, des rails, y compris en Europe, y compris en France, et fragilise aujourd'hui la paix, entre guillemets, sociale, et met en péril l'avenir de notre société. Il n'y a pas de débat non plus sur le fait que chaque jour, nous vivons dans un monde de plus en plus interdépendant, interconnecté, un monde où les ressources naturelles, énergétiques, alimentaires apparaissent comme contraintes, un monde où le développement de nos activités génère une pollution qui met en péril notre avenir. Et malheureusement, il n'y a pas de débat non plus pour dire que le monde politique est globalement débordé et ne semble pas armé pour endiguer à l'échelle mondiale, à l'échelle nationale et souvent malheureusement à l'échelle locale, le creusement des inégalités. En fait, pour être clair, il n'y a pas besoin d'être un grand analyste pour comprendre que l'économie d'aujourd'hui est en grande souffrance pour servir l'intérêt général. Que la seule quête du profit et une vision court-termiste de la croissance ne suffisent plus pour nous garantir un avenir. Alors voilà, c'est dans ce contexte où aujourd'hui on vous propose de réfléchir, d'échanger sur la question de la solidarité pour transformer l'économie. J'ai envie de dire candide, la réponse semble assez évidente. À titre personnel, je me dis mais quel risque on peut prendre à aller donner du travail à des gens qui sont à la rue et leur donner une seconde chance? Plus lucide, on peut s'interroger sur le paradoxe que l'on cultive aujourd'hui. On l'a dit, nous sommes de plus en plus en responsabilité partagée les uns les autres, ici, à l'échelle du monde. Et cependant, il est clair que la solidarité n'apparaît pas comme un principe clé, peut-être même secondaire, de notre économie.
Alors vous l'avez compris, hein, je suis ni économiste ni scientifique. Moi, je suis un entrepreneur social. Et d'ailleurs, ce n'est pas toujours facile, quand on aime faire les choses, finalement, de les théoriser. Mais j'aimerais vous faire partager quand même une certaine dose d'optimisme et même parfois d'euphorie qui m'anime tous les jours dans le travail que je peux faire. Alors, j'aimerais commencer quand même par dire un mot même positif sur le monde de l'entreprise traditionnelle. Il est intéressant de voir que les grands gourous, même les grands gourous, souvent américains, aujourd'hui ont changé de discours. Et finalement, l'entreprise égoïste, ils n'y croient plus et ils invitent même, ils tirent la sonnette d'alarme, si l'on s'en tient à leurs propres propos, sur le risque qu'a l'entreprise à prospérer aux dépens de la communauté publique. Et globalement, les incitent à partager, ou en tout cas à avoir une vision qui mêle ou qui unit le bénéfice, on va dire, économique avec le bénéfice social ou sociétal. Donc, plus concrètement, il semble clair que certains intérêts de la grande entreprise aujourd'hui convergent avec la prise en compte des populations fragiles. Alors, on va voir que c'était quand même assez pragmatique, hein. Il est ici question, hein, premièrement, de l'ambition des entreprises de capter ces milliards d'habitants des pays émergents. Et la question qu'on peut se poser, c'est finalement, vont-elles le faire dans un esprit de développement ou vont-elles encore créer des dépendances sur des populations qui sont déjà fragiles? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il s'agit d'un intérêt qui est probablement contraint par l'entreprise. C'est-à-dire que finalement, à part la téléphonie, qui est une offre, on va dire, standardisée, qui est arrivée à être diffusée de manière très rapide dans les pays émergents, l'ensemble des biens et services méritent une adaptation extrêmement importante qui prenne en compte la réalité évidemment financière, la réalité sociale et souvent la réalité culturelle des entreprises, des populations locales. Et j'aime bien l'expérience de Veolia sur ce sujet-là. Elle est riche d'enseignements. En fait, Veolia a construit une usine qui visait au Bangladesh à donner l'accès à l'eau potable à des populations locales. Et très curieusement, une fois que le projet est mis en route, on se rend compte que le projet ne marche pas. Les populations qui semblaient pourtant en grand besoin de cette eau, on va dire, propre, n'ont pas adhéré au projet, ne sont pas rentrés dans le modèle. Après quelques mois, Veolia s'est interrogé, bien évidemment, et en collaboration avec la Gramine, qui avait une action locale, a envoyé une équipe d'anthropologues pour comprendre pourquoi les gens localement n'utilisaient pas cette eau potable qu'on leur mettait enfin à disposition. Et là, il est ressorti des choses assez intéressantes. Tout d'abord, ils préféraient consommer l'eau de pluie, qui était chargée d'arsenic, tout simplement, parce qu'elle est considérée comme divine. Ils ne croyaient pas non plus qu'une usine soit en capacité de transformer l'eau sale du fleuve en une eau buvable. Donc ils ne croyaient pas au concept. Et c'est uniquement grâce à la collaboration avec des acteurs sociaux sur le terrain que finalement Veolia est arrivé à produire et à avoir l'adhésion sur son projet-là des populations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise ne peut pas agir seule, elle n'est pas légitime pour agir seule, et que tout ça doit passer par un certain nombre de collaborations avec les autorités locales et avec les acteurs sociaux de terrain. La deuxième opportunité qui invite les entreprises à prendre en compte le sujet des populations plus fragiles, c'est dans un contexte qui est quand même très difficile, c'est de pouvoir fédérer ses salariés autour de projets fédérateurs et riches de sens. Donc je vous l'ai dit, je me suis engagé comme entrepreneur social il y a quelques années et je dirige aujourd'hui un projet il s'agit d'un opérateur téléphonique
et Internet à vocation sociale. Alors ce projet est né comment? Donc ce projet est né dans cette entreprise dans cette entreprise d'insertion qui donnait du travail aux gens issus de la rue. On a fait le constat suivant. Tous ces gens-là avaient un téléphone. Et très vite, on a compris que ce téléphone, il était plus important pour eux que pour nous. Il était parfois même nécessaire à leur survie, à leur lien social avec leur famille, qui est souvent très loin, parce qu'il y a beaucoup de populations immigrées dans les gens issus de la rue. Et puis surtout, il est aussi leur dernière adresse, donc le dernier point de contact qui leur permet de rester connectés avec la société. Et donc ce projet nous a paru déterminant et on est allé interpeller les grands dirigeants des entreprises de télécommunications et on a fini par rencontrer le président d'SFR avec qui on est resté, avec qui on a présenté une feuille de reste à vivre. Hein, en gros, il s'agissait de personnes qui avaient en gros un reste à vivre de 700 € par mois et finalement qui dépensaient l'un 150 € par mois pour le téléphone et l'autre 350 €. 350 € pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'une population émigrée, quelqu'un du Sénégal qui appelait sa famille de manière régulière. Et là, divine surprise, le président de SFR a quasiment instantanément, j'ai presque envie de dire, craqué. Et a dit j'ai un problème qui me pèse. Et il nous a même dit je ne peux plus passer un dîner sans me faire agresser sur la responsabilité sociale de mon entreprise. Et donc il a convoqué, il a fait venir immédiatement le directeur commercial. Il a dit écoutez, voilà, je crois qu'il est urgent que l'on fasse quelque chose pour les populations difficiles. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a monté un programme qui repose effectivement sur une offre qui nous est concédée par cette société SFR, donc qui sont des cartes prépayées et des accès à Internet. Et puis on l'a complété par une offre pédagogique qui vise à donner de l'autonomie aux personnes sur ce sujet du numérique. Voilà. Aujourd'hui, on a formé, grâce à cette collaboration, et je veux dire, sans cette collaboration, on n'a rien pu faire, on a sensibilisé près de plusieurs milliers de travailleurs sociaux sur ce sujet de la fracture numérique. Ils étaient complètement démunis, et on peut le comprendre. Je ne sais pas si vous avez regardé vos factures téléphoniques. C'est extrêmement difficile de comprendre ce qu'il en est. Donc quand ils recevaient des gens sur ces sujets-là, ils étaient extrêmement démunis. Donc on a fait tout un travail qui leur a permis de les outiller. Et grâce aux formations et à l'accompagnement, on va dire, du personnel de SFR, on a été en capacité de sensibiliser ces personnes sur ce sujet-là. Derrière, on a évidemment maintenant plusieurs milliers de bénéficiaires qui sont en capacité d'utiliser ces connexions au téléphone pour plus de liens avec leur famille, pour retrouver un emploi, pour aussi avoir des loisirs. Moi, j'ai une histoire magnifique d'un de nos bénéficiaires qui vit en centre d'hébergement d'urgence et qui est un Africain et qui expliquait que grâce à nous, il a pu créer une soirée magnifique dans ces lieux qui sont souvent très difficiles. Sur Internet, c'était la Coupe d'Afrique de football. Et en gros, il a réuni autour de son PC toute la population du centre d'hébergement. Et ensemble, grâce à nous, ils ont pu passer une soirée exceptionnelle en regardant le match de foot en direct. Voilà. Ça peut paraître à rien, mais le droit au loisir est un droit extrêmement important et il contribue fortement, je dirais, à la capacité d'intégration, ou en tout cas au renforcement des personnes. Alors, on voit bien l'utilité sociale, mais perçue de SFR, finalement, comment est-ce qu'ils ont perçu la valeur? D'abord, près de 200 collaborateurs de l'entreprise sont venus travailler avec nous sur ce projet-là. Ils nous ont formés sur ces métiers. Ils nous ont aidés à bâtir les systèmes de gestion. Évidemment, on a défini les offres de marché. Ils nous ont mis à disposition leur réseau. Ils nous ont facilité l'accès à des financements. On a travaillé avec eux aussi sur les sujets de la médiation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont des sommes très importantes qui sont bloquées au contentieux avec des personnes dont ils sont incapables de gérer la relation. Grâce à notre action, on est arrivé à la fois à les aider à résoudre leurs problèmes et en même temps,
sortir nos bénéficiaires de situations contractuelles extrêmement difficiles. Bref, ce projet-là est devenu emblématique dans l'entreprise et dans un contexte de l'industrie des télécommunications qui est très compliqué, avec une pression sociale très forte. Il est une soupape extrêmement forte, y compris pour ses dirigeants. Je m'amuse à chaque fois qu'ils viennent nous voir. C'est « Oh là là, on vient chez vous, mais c'est vraiment quel bon moment !» C'est vraiment, on a l'impression que ce projet-là est leur soupape, je dirais, pour pouvoir continuer à travailler au quotidien sur leur développement d'activité. Alors, on ne va pas faire d'angélisme, hein. La contribution de l'entreprise à plus de solidarité, elle en est à ses débuts, hein. Elle a des fondements qui sont très intéressés et on ne peut pas parler, à proprement parler, encore de solidarité. Alors c'est vrai que les contraintes légales autour de la RSE aussi poussent les entreprises à intégrer l'utilité générale dans leur business model, mais voilà, il y a quelques signes d'espoir, quelques signes tangibles que l'entreprise, progressivement, intègre le sujet de l'utilité publique, de la solidarité dans le développement de ses business models. Alors, si l'entreprise, on va dire, est sur la voie de la rédemption, l'économie solidaire éclaire le monde sur le champ de la solidarité. Alors, qu'est-ce que l'économie solidaire? Qu'est-ce qui la distingue? La première chose, c'est qu'elle place son activité au service de l'utilité sociale. C'est-à-dire que l'activité commerciale, l'activité économique est au service d'un projet d'utilité sociale. Encore plus loin dans la solidarité, les bénéfices éventuels qui sont produits par ces entreprises ne font pas l'objet de dividendes. Ils sont réintégrés pleinement pour le développement des projets. Alors, cette économie, elle n'est pas complètement récente si on regarde dans les faits. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, il y avait déjà une période de crise aiguë et l'économie sociale est née à cette époque. Il en reste d'ailleurs des projets assez importants, des entreprises importantes, des grandes coopératives, des grands assureurs aujourd'hui. Mais c'est vrai que depuis 20 ans, de par le monde, elle trouve un second souffle et donne un réel espoir d'un changement de modèle, d'un changement de monde. Et bien souvent, ça part des pays émergents. C'est très intéressant de voir que sur ces sujets de solidarité, finalement, on va capter l'innovation dans ces pays-là et pas le contraire. La bonne nouvelle aussi, c'est que parmi ces entreprises sociales, aujourd'hui, certaines ont une action, on va dire, globale, à l'échelle mondiale. Et l'exemple de la Grameen, du professeur Younous, l'exemple de Planète, qui organise aujourd'hui ce forum, le groupe SOS, et Jean-Marc Borrello va venir s'exprimer tout à l'heure, démontrent que ces entreprises aujourd'hui sont en capacité d'avoir une taille suffisamment importante pour s'attaquer à l'échelle mondiale aux sujets prioritaires que sont la crise sociale, que sont la crise écologique et que sont la crise financière. Ce qui les caractérise aussi, ces entreprises sociales, c'est que loin des contraintes du trimestre, des entreprises cotées, elles vivent leur développement dans l'ancrage territorial, dans les coopérations, et avec une participation active à la vie de la société. Alors, leurs enjeux aujourd'hui, quels sont-ils? S'il y a quelques grands acteurs, quelques grandes entreprises sociales qui existent, le premier sujet de l'entreprise sociale aujourd'hui, c'est le changement d'échelle. En gros, c'est d'avoir les moyens de ses ambitions et d'être en capacité, comme le fait aujourd'hui ces grands acteurs du monde social, je veux dire, de porter ces projets non plus à l'échelle locale, mais à l'échelle mondiale. Et pour cela, l'enjeu principal, c'est d'avoir accès au secteur de la finance. En fait, en gros, ces gens-là, l'économie sociale n'a pas un accès privilégié au marché financier, c'est le moins qu'on puisse dire, même si aujourd'hui, on se rend compte que les structures financières
de plus en plus dégagent de l'argent pour des projets d'économie solidaire. Il y a un autre point clé qui est pour moi la plus grande lueur d'espoir et même qui me charge en énergie tous les jours. Ce sont les jeunes talents. Vous n'imaginez pas aujourd'hui le nombre de jeunes talents qui vous expliquent avec une maturité incroyable que le luxe aujourd'hui, c'est de travailler dans un projet qui a du sens, dans un projet qui les fait rêver, dans un projet qui va leur permettre de s'épanouir. Et très souvent, ils vous expliquent très vite derrière qu'ils ont vu leurs parents s'épuiser, parfois s'effondrer, dans une grande entreprise dont les changements de cap ou dont la perte du sens même de ce qu'ils faisaient les a complètement déconnectés de cette activité professionnelle, en tout cas de l'envie qu'ils pouvaient avoir. Voilà. Et j'ai une pensée pour cette équipe de jeunes que j'ai envie de les citer, Margot, Cécilia, Thomas, Miraïla, qui travaillent avec moi tous les jours, et leur envie, leur ambition, et leur foi aussi, qu'il est possible de changer le monde, en tout cas, moi, me nourrissent et me donnent une énergie terrible pour pouvoir, et pour agir encore plus sur ce sujet de la solidarité. Voilà, j'en ai terminé de ma présentation. Je crois que ce qui est déterminant aujourd'hui, c'est probablement, oui, mais c'est ce que nous donnent ces jeunes, c'est finalement cette envie, ce plaisir, cette joie qui emporte tout. Alors, ce qui me fait penser à ça, c'est chaque fois qu'on a convaincu la mairie de Paris, le gouvernement, SFR, finalement, de nous accompagner. Bien sûr qu'on avait des business models, bien sûr qu'on avait une organisation, bien sûr qu'il y avait des hommes derrière nous, mais ce qui était l'élément clé, c'est notre envie. Ce qui est l'élément clé, c'est notre foi dans nos projets et notre envie de changer le monde. Et je vous assure que c'est beaucoup plus puissant que ce que j'ai pu vivre en étant directeur commercial de sociétés réputées avec lesquelles je n'ai jamais eu l'énergie ou le langage du cœur qui m'a permis d'être persuasif. Autant que je peux l'être quand je veux parler de ces sujets-là. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne conférence. Merci Jean, et puis merci de finir sur cette note résolument positive, comme le veut le leitmotiv de la journée, parce que c'est vrai que tu as commencé avec des chiffres catastrophistes, tu as même parlé de 6 millions de jeunes Français au chômage, ce qui me paraît compliqué, puisqu'il n'y a que 3 millions de chômeurs, donc je vois que tu étais dans la mise en alerte. Peut-être juste d'un mot, parce que tu as beaucoup parlé des entreprises, et c'est normal, parce que tu travailles avec Veolia et SFR. Ce matin, Éric Braque de la Perrière disait, en gros, pour qu'on se change, il faut commencer par se changer soi-même, et il faudrait que chacun se prenne la main, et on ne peut pas toujours se retourner devant l'entreprise. Il y a 3 ans, il y a une très belle initiative qui s'appelle The Giving Pledge, qui a été prise par des milliardaires de la planète en disant on s'engage à redonner au moins la moitié de notre fortune à des œuvres, pourquoi pas Emmaüs Connect, par exemple. Bon, la liste des signataires, il y en a une centaine et il n'y a pas un seul Français, alors que des Français dans le top 100 des fortunes mondiales, il y en a. Est-ce que tu perçois, pour finir sur une deuxième note optimiste, ou est-ce que tu reviendrais plutôt sur la tonalité du début de ton talk, un changement de mentalité de ce point de vue-là? Est-ce que tu sens l'altruisme dont nous parlait Jacques Attali ce matin, est-ce que tu sens qu'il commence à irriguer les grandes fortunes de ce pays? Alors, je vais être très sincère, j'ai assez peu de contacts avec les grandes fortunes de ce pays, ou en tout cas, je n'ai pas eu un flux spontané de contacts. Ils ne sont pas venus naturellement vers moi. Donc, alors, je sais qu'il y a beaucoup d'arguments, que la fiscalité française n'est pas la fiscalité américaine pour ce qui concerne les plus grandes fortunes. Malheureusement, sur ce sujet-là, j'aimerais bien vraiment te dire qu'effectivement, les choses changent, mais très concrètement, autant aujourd'hui, c'est vrai que je vois que la grande entreprise, dictée aussi par des intérêts, s'engage à nos côtés, autant je n'ai pas eu l'occasion, ou je n'ai pas le savoir-faire, hein, probablement. Voilà, l'interaction finalement avec les personnes fortunées se fait assez peu, voire très peu. Bah merci en tout cas pour cet éclairage extrêmement honnête, et merci beaucoup d'avoir introduit nos échanges. Jean Dédier. Merci Jean.